j'enchaîne du coup avec une nouvelle vidéo directe après avoir posté la précédente. En fait, je vous prends là tout de suite parce que je viens de terminer la première partie de la lecture commune. Oh, désolée pour ma tête, j'ai les cheveux qui partent en sucette. Lecture commune dans le cadre du challenge de Sarah du compte Instagram Mrs. Bouquier-Monde. Et du coup, après Anna Karénine, on lit Un lieu à soi de Virginia Woolf. Du coup, je viens de terminer le premier chapitre. Que vous dire au sujet de ce premier chapitre? En fait, alors déjà, j'ai trouvé ça intéressant, l'emploi du « je », puisque de ce que j'ai compris, il s'agit d'un récit autobiographique de Virginia Woolf. Et j'ai trouvé ça intéressant, l'usage du « je », puisqu'à certains moments, on se pose la question, enfin, c'est comme si elle s'adressait à nous, lecteurs, et en même temps, c'est comme si elle s'adressait aussi à un correspondant, à quelqu'un à qui elle écrirait une lettre. J'ai trouvé du coup cette façon d'écrire assez intéressante, et le ton employé également. Après, on est sur quel sujet? En fait, là, le premier chapitre, je trouve que c'est un peu comme des élucubrations, un peu un enchaînement de pensées, un enchaînement d'idées, mais qui n'ont pas forcément de lien pour le moment les uns entre les autres, avec les autres. Elle parle des femmes, de ses ancêtres, de sa mère, de sa grand-mère qui n'ont pas su faire leur chemin, tracer leur route et mettre de l'argent de côté pour s'offrir ce dont elles désiraient, puisque c'est les hommes qui tenaient à l'époque, et encore à l'époque de Virginia Woolf, le cordon de la bourse. Elle parle de cette chapelle près du collège où elle est au moment où elle écrit, de la façon dont elle a été construite, des maçons, des architectes qui en gros étaient payés par les rois et les reines qui ouvraient leur coffre d'or pour pouvoir voilà, construire ces édifices religieux monumentaux. Voilà, elle part un peu comme ça sur plein de pensées, plein d'idées, et pour le moment j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'elle veut en venir, et quel est un peu le lien entre tout ça. Ceci dit, j'aime bien l'écriture, j'aime bien cette façon d'écrire les pensées et de pas forcément les ordonner, en fait, d'écrire un peu comme ça vient. J'aime beaucoup. Pour l'instant, voilà, j'aime bien. Après, voilà, j'ai hâte de voir quand même où est-ce qu'elle va nous conduire, Virginia, dans ce livre. Donc du coup, je continue la deuxième partie dès lundi. Là, on est samedi. Je commencerai la deuxième partie lundi, puisqu'on doit lire la deuxième partie la semaine prochaine. Je vous reprends rapido parce que je viens de recevoir un colis et je n'arrête pas de le voir circuler sur Instagram, puisque c'est un colis de la part des éditions Charleston que les lectrices Charleston ont reçu, et elles sont nombreuses, les copines, à l'avoir déjà ouvert, et j'attendais d'être un peu tranquille en fait pour l'ouvrir avec vous. Du coup, alors je sais déjà, enfin il me semble que c'est un colis autour du roman La Révérence de l'éléphant qu'on a lu du coup en épreuve non corrigée. C'était quand est-ce que c'était? En novembre, je dirais. Enfin, ça fait un petit moment déjà. J'avais adoré ce roman. Je l'avais trouvé vraiment beau, vraiment touchant. Et du coup, là, excusez-moi, j'ai un peu de temps à l'ouvrir. Et là, du coup, on a reçu un super joli colis. Joliment emballé. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ouh, trop bien. Du joli papier à lettres, moi qui adore écrire des courriers. Alors je fais peut-être partie des rares à kiffer envoyer des cartes postales et envoyer des courriers. Voilà, j'adore ça tout simplement. Avec du coup les enveloppes qui vont avec. Des jolies photos. Ah, trop bien. Ah, c'est chouette. Ils ont imprimé des photos. Là, on a Village Maasai. On a, je sais pas si vous allez voir, photo de girafe et un bel éléphant. Je trouve ça génial. En fait, ça me parle parce qu'il y a quelques années, enfin même longtemps, parce que j'ai une bonne trentaine d'années maintenant, et quand j'avais 10 ans, ma mère avec son boulot était partie au Kenya
pour un voyage. Et enfin, la photo du village Maasai, du coup, me parle beaucoup parce qu'elle a été allée à la rencontre des Maasai. Elle avait ramené des super belles photos, des bracelets aussi fabriqués par les Maasai, ça j'adore. Donc vous allez comprendre en fait rapidement pourquoi du coup les photos et le papier à lettres tournent autour des Maasai, autour du Kenya, autour de l'Afrique. C'est parce que bien évidemment on parle de ce roman, La révérence de l'éléphant de Laura Trompette. Joli marque-page et qui sort le 9 février. C'est vrai que j'avais zappé qui sortait le 9 février. C'est bientôt le 9 février. On est le combien? On est le 5, ouais, c'est la semaine prochaine. Du coup, je vais vite faire une jolie photo pour vous faire un post. Alors, pour vous résumer rapidement ce roman. Donc, il s'agit de Marguerite qui, du coup, est résidente dans un EHPAD à Cannes et son petit-fils qu'elle a élevé, qui s'appelle Emmanuel, et du coup, qui est un fan de photographie animalière. Et du coup, en Tanzanie, il la voit peu souvent. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a Roxane qui du coup vient de perdre sa grand-mère et qui, pour rattraper le temps perdu avec sa grand-mère, décide d'aller dans l'EHPAD en fait où sa grand-mère a vécu et où elle est décédée. Et du coup, elle va rencontrer Marguerite et va se nouer entre elle et Marguerite du coup une très jolie relation. Et bien entendu, Emmanuel va aussi rencontrer Roxane puisque malgré le fait qu'Emmanuel soit en Tanzanie, il rentre quand même de temps en temps pour voir sa grand-mère qui l'a élevé et du coup forcément il va tomber sur Roxane. Donc ça c'est vraiment le début de l'histoire. Je vous en parlerai un petit peu plus au moment de la sortie, mais c'est surtout que, et ça c'est trop chouette, c'est qu'on a il y a les avis en fait de certaines d'entre nous dans le roman. Donc ça fait vraiment super plaisir et mon avis apparaît juste là à l'intérieur du livre et ça c'est chouette. Ça fait vraiment trop plaisir et on retrouve toutes les copines. C'est trop chouette. C'est vraiment trop cool, enfin toutes celles qui ont en tout cas apprécié le roman. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Alors, qu'y a-t-il dans ce courrier? Ah, c'est une lettre de l'auteur, de Laura Trompette. Ah, mais c'est trop bien, c'est un... Je sais pas si vous connaissez, enfin je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est chouette, je sais pas si vous connaissez, c'est les cartes avec des petites graines en fait gaufrées à l'intérieur. Et en fait, on peut planter du coup la carte. Et là, c'est une carte qui donne des coquelicots. C'est trop chouette. J'adore ce genre d'idée. Je trouve ça vraiment chouette. Et qu'est-ce qu'on a là? Un éco-cube. Ah, mais je connais pas. C'est chouette. Attendez, c'est quoi? C'est du coup... Ah, mais c'est un cube en bois avec des trèfles, un trèfle à 4 feuilles. Alors, je vais être obligée de... Parce que je ne vais pas réussir à le faire glisser, je pense. Je vais être obligée malheureusement de l'ouvrir comme ça. Ah, mais c'est trop chouette. Comment ça marche? Ouvrir l'éco-cube, ôter l'autocollant, verser lentement 30 ml d'eau environ dans le cube. Placer l'éco-cube dans un endroit clair et chaud à arroser régulièrement. Au bout de 10 à 14 jours environ, le trèfle à 4 feuilles commence à pousser. Trop bien! Je connaissais pas, c'est chouette. Ah, c'est vraiment chouette. Ça va être un bon atelier, petit atelier jardinage à faire avec mon fiston, ça. Lui faire verser de l'eau régulièrement. C'est chouette. Ah bah je le ferai avec lui demain. Je vais pas enlever l'autocollant tout de suite. Je vais le faire avec lui demain. Ah, c'est trop chouette. Et ça se présente comme ça, du coup, un éco-cube. Et du coup, on enlève l'autocollant. Et là, on sent. J'imagine qu'il doit y avoir un rond de terre avec la graine à l'intérieur. Et il y a du coup une citation du roman. On n'a jamais fini de parler à quelqu'un qu'on aime. J'adore l'idée, je trouve ça génial. Je connaissais pas ce genre de goodies. Dans mon job, en fait, donc, je suis attachée de presse pour une station de ski, donc on accueille des journalistes souvent sur la station. Et à chaque fois, on est à la recherche de goodies en fait à leur offrir. C'est une super bonne idée. C'est trop bien, je sais pas qui fait ça, mais c'est génial.
Feel Green. C'est vraiment, ce produit contient granulés de fibres de noix de coco, granulés d'argile, du coup des bulbes de trèfle à 4 feuilles. C'est génial. Je vais pas arrêter de dire que c'est génial, mais en vrai, je trouve ça vraiment top. Bah, franchement, merci, merci les éditions Charleston pour ce colis. C'est canon, vous nous gâtez trop. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter ce roman, d'en faire un article, de vous partager ma chronique et de poster sur ce roman qui sort du coup le 9 février. Je suis pas sûre que cette vidéo sera sortie au moment où vous allez la regarder. Au moment où le roman sera sorti. Oh, je m'embrouille. Trop bien. Je suis super contente. Mais alors, c'est EcoCube. Alors là, c'est grosse découverte. C'est top. C'est chouette. Merci encore 1000 fois les éditions Charleston. Je vais m'empresser d'aller continuer ma lecture. Il doit être 19h et quelques. Je vais me faire réchauffer une petite soupe. Ce soir, c'est croque-monsieur au programme avec salade d'endive. Voilà, vous avez tous les détails. Et du coup, je suis solo ce soir. Donc, ça va être chouette. Je vais pouvoir bien avancer sur Arène, dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Et nouvelle petite séquence vidéo. J'espère que vous m'entendrez bien parce que le téléphone est assez loin de moi. Je vous retrouve, alors je ne suis pas chez moi en ce moment, la voix du matin, désolée, il est je crois 8h du mat, je tourne ça vite fait avant de filer au boulot. Qu'est-ce que je voulais dire, je reviens du coup avec des livres terminés, un livre reçu et un livre commencé. Le premier livre terminé, c'est Arène de Negar Djawadi, édité chez Liana Levy. Je vous ai déjà dit d'ailleurs que je ne connaissais pas cette maison d'édition. Si vous la connaissez, dites-le moi en commentaire et dites-moi s'il y a d'autres livres que vous avez lus de chez eux. Moi, c'est le premier. C'est plutôt une agréable surprise. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices du magazine Elle. Alors, comment vous expliquer de quoi il s'agit? En fait, c'est un roman que je qualifierais de roman choral. Vous savez, c'est un peu ces romans avec plein de personnages qui se croisent, qui ne se connaissent pas forcément et qui pourtant ont tous un lien entre eux, lien qu'ils ignorent bien entendu. Du coup, là, on part vraiment sur des thématiques assez particulières et assez actuelles, comme les violences policières, l'immigration. On suit aussi un personnage qui travaille pour BQ Rent, qui est un peu l'équivalent de Netflix. Il est chargé de produire des séries à succès, de trouver des bons scénaristes, des bons romans adaptés en série. On est sur des sujets comme la place de la femme dans les métiers masculins, comme la police par exemple. Enfin voilà, on est sur des sujets comme ça assez forts, que l'auteur aurait pu aborder sous couvert de gavets de clichés, et au final il n'est pas du tout tombé dans ce travers. Au contraire, et je pense que c'est parce qu'il a justement opté pour un roman un peu choral, je dirais, que du coup on tombe pas du tout dans ce travers des clichés migratoires, des clichés de violence policière, etc. Donc en gros, on suit le personnage déjà donc de Sam, qui est du coup une policière, donc une femme policière musulmane, qui du coup a beaucoup de mal à trouver sa place au milieu d'un milieu d'hommes en fait. Je crois qu'à un moment c'est mentionné dans le roman qu'elle fait partie des seules 4 femmes parmi tous les commissaires à la ronde, les commissariats à la ronde, de ce que j'ai compris. Donc on suit cette femme là. On suit, excusez-moi, je suis en train de confondre en fait, parce que j'ai commencé un bouquin hier soir et j'ai envie de vous parler des personnages du livre que j'ai commencé hier soir, donc pas du tout. Il y a donc Sam, il y a Benjamin qui du coup lui travaille pour le fameux BQ Run, qui du coup est issu d'un quartier très populaire de Paris et qui a très bien réussi sa vie à base de 17 000 € de salaire mensuel, et toute sa vie est sur son téléphone portable. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Il y a du coup Camille qui elle est une adolescente, une lycéenne
qui en fait avec son téléphone portable va essayer de capter des images de violences policières et les diffuser sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Stéphane qui est un activiste en fait qui fréquente pas mal les plateaux de télé pour faire entendre sa parole. Activiste en fait contre les contrôles aux faciès, contre bien entendu les violences policières, et en fait il va intervenir sur des plateaux télé. On suit plein de personnes. On suit une candidate à la mairie, on suit qui d'autre, on suit la maman de Benjamin qui a très bien réussi et qui accueille chez elle un Afghan en plein milieu d'un quartier parisien. Enfin voilà, on suit un peu tous ces personnages, et le roman démarre le jour où Benjamin se fait voler son téléphone portable. Il pense du coup que c'est un gars de quartier, un arabe, hein. Enfin voilà, clairement il le dit, hein. Enfin voilà, il pense que c'est Issa qui du coup a volé son téléphone portable. Il va le suivre, il va faire preuve d'une violence extrême, il va faire tomber Issa, enfin bref voilà, pour tenter de récupérer son téléphone. Issa s'enfuit, se relève et s'enfuit, et en fait quelques jours plus tard, Issa est retrouvé mort sous un pont par Sam, la policière. Camille a filmé l'image de la découverte du corps par Sam, la policière. Bref, et Benjamin, lui, va croire que c'est l'altercation avec Issa qui, du coup, a provoqué peut-être pas une tumeur, mais a provoqué, du coup, quelque chose dans sa tête, une espèce d'hémorragie, qu'il est mal tombé, qu'il s'est mal réceptionné, enfin bref. Et que c'est lui qui a provoqué le décès de Issa. Donc, en fait, voilà, tout va s'entremêler. Leur vie à chacun va être complètement bouleversée. Donc vraiment, j'ai trouvé ce roman vraiment bien foutu. Après, je trouve que malheureusement, le choix narratif est bon, mais à certains moments, ça a pu me perdre un peu. Parce que je trouve que du coup, il intègre des petits personnages qui n'ont pas une grosse place dans le roman, mais qui viennent un peu nous perdre à certains moments. Donc c'est vraiment un roman très prometteur. Je sais pas si c'est un premier roman. Non, son premier roman, c'est Désoriental. Bref, et en fait, ça se lit comme on regarderait un film, en fait, un film choral. Je pense que le mot choral aura été le mot le plus prononcé dans cette partie de la vidéo. Donc vraiment, non, vraiment, juste après, les chapitres sont super longs. J'étais coupée par le téléphone et ben je sais plus ce que je disais. Bref, roman très prometteur avec voilà ce petit hic sur des fois voilà l'aspect un peu multiplication des personnages qui parfois m'a un peu perdue. J'ai commencé hier soir Les Disparus du tableau de Daria des Ombres, édité aux éditions du Masque. Alors là, j'aime beaucoup le rythme parce que c'est des chapitres qui sont pour le coup très courts. Ah, c'est ça que j'étais en train de faire. J'étais en train de vous donner le nombre de pages des chapitres dans Arène. Et je disais que c'était très long et que voilà, c'est ça. Ça y est, je retrouve le film de ma pensée. Et que j'aimais bien quand je commençais un chapitre, aller au bout du chapitre avant d'arrêter le livre. Et là, typiquement, on est sur des chapitres, franchement, je dirais, sans vous dire de bêtises... On est sur une 50aine de pages par chapitre. Donc vraiment des chapitres très longs. C'est des chapitres qui font à peu près cette taille. Bref, mais enfin voilà, c'est pas grave, mais c'est vrai que je sais pas, ça ajoute des fois. Ça aide pas forcément au rythme quand on a des chapitres un peu longs. Et là pour le coup, Les Disparus du tableau, les chapitres sont très courts. Les chapitres des fois font, là typiquement. C'est une page, là, cette page-là, et après on part sur un autre personnage, puisqu'on suit 3 personnages. Il y a du coup les chapitres qui concernent Macha, les chapitres qui concernent Andrei, et les chapitres qui concernent lui, le personnage de lui. Donc en gros, alors j'en suis qu'au début, hein, j'ai lu combien de pages? J'ai lu 69 pages. Voilà, donc ça va très vite, hein, étant donné que les chapitres sont très courts. De ce que j'ai compris en 70 pages, il y a du coup
comment on dit, un tueur en série qui du coup est fasciné par l'art, est fasciné par Ingres, le peintre, et tue par strangulation des jeunes femmes qui ont toutes des particularités physiques et sociales. A priori, ce sont des femmes qui font partie plutôt de la partie basse de la société, qui ont beaucoup de difficultés financières, qui sont, j'imagine, obligées de se prostituer pour survivre. Et en gros, elles sont retrouvées étendues chez elles par strangulation. Elles ne sont pas violées puisque l'une des victimes est retrouvée encore vierge. Et elles sont retrouvées avec des dessins, avec des croquis du peintre Ingres sur elles en fait. Et Masha du coup fait partie d'un des commissariats de Moscou avec Andrei. Andrei est son capitaine. Ils sont ensemble dans la vraie vie. Au début, on apprend les quelques premières pages, j'ai vraiment eu beaucoup de choses. Je me dis mais attendez, je comprends rien du tout. Et de ce que j'ai compris, les premières pages, c'est Masha qui du coup a eu un... Alors je sais pas si dans le cadre d'une enquête, elle s'est fait agresser. Enfin bref, il y a eu un espèce d'épisode assez traumatisant pour elle. Et du coup, quand Andrei retrouve ses corps et retrouve ses esquisses de Ingres, et il sait que Masha est très intelligente et artistiquement très cultivée, du coup il se dit que c'est la bonne occasion pour la faire un peu... reprendre un peu de force en elle, de confiance en elle, et du coup tout de suite en fait quand il lui montre les scènes de crime, qu'il lui montre les dessins, tout de suite elle part dedans, elle se dit ah mais oui ça a l'air passionnant, vas-y je vais trouver de quoi il en retourne. Donc voilà, j'en suis là. Donc on suit vraiment à chaque fois chaque personnage, Masha, Andrei et lui, donc lui qui est le tueur en série. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais voir où ça nous mène. Je vais voir où ça nous mène. Si c'est pas une énième enquête. Enfin, j'espère qu'il y a quelque chose d'un peu fou en fait. Ouais, c'est ça. Ce sont toutes des femmes parfaitement ordinaires. Pourtant, avec chacune d'elles, l'assassin semble donner corps à une œuvre de son cru et se jouer des enquêteurs à ses trousses. Voilà, enfin j'espère qu'il va y avoir quelque chose d'un peu, d'un peu fou, quoi, un espèce de retournement de situation. Enfin, c'est juste une enquête avec des femmes assassinées et le mec est en train de créer une espèce d'œuvre d'art à travers le corps de ces femmes, à travers le peintre. Enfin, je sais pas, j'espère qu'il y a autre chose de plus... Ouais, de plus fou, quoi. Enfin, voilà. Et livre reçu. Alors, c'est un livre que j'ai reçu hier, que je n'avais pas demandé, enfin il me semble pas, surtout que ça a l'air d'être une saga puisque c'est le tome 1. C'est vrai que les sagas j'en ai déjà tellement à lire que je me vois pas en demander. Bref, j'ai reçu Les Chimères du pouvoir, le tome 1 qui s'appelle Traître et mercenaire aux éditions Percé dans la collection La Traversée du Miroir. C'est une maison d'édition que je ne connais pas, c'est un auteur que je ne connais pas, Thaïs Girardot. Je sais pas du tout ce que ça va donner, il est sorti en décembre, a priori. La guerre contre l'Empire Zalion dure depuis des millénaires et personne n'imagine le conflit prendre un jour fin. Rien ne fait pencher la balance, pas même la Fédération humaine qui possède une technologie capable de mettre un terme à cet affrontement et qui pourtant refuse de choisir un camp. Mais tout change lorsque Zéléia, l'entité de la lumière, disparaît. Dans ces jeux de pouvoir aux résonances interplanétaires, laissez-vous transporter par une épopée captivante aux confins des croyances et des conflits. Dites-moi si vous connaissez, si vous en avez entendu parler. Je n'ai absolument aucune idée de quoi il en retourne, enfin, hormis le synopsis que je viens de lire. Je sais pas du tout si je vais aimer, ça a l'air d'être du fantastique un peu. Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je lis très peu de fantastique, mais en tout cas, enfin, merci. Ah, ils m'ont appelé Lola dans l'adresse. Lola, je m'appelle Lola et non Laura. Pourquoi pas, j'aime bien ce prénom. Non, bah je sais pas. À voir. Voilà, fantastique, science-fiction, fantasy. Voilà, bercé par les contes et légendes de la Guyane, c'est dès l'enfance que lui vient l'envie d'être écrivain. Elle est née au Brésil, elle a grandi en Guyane française. C'est au cours de ses études de psychologie qu'elle a commencé l'écriture de son premier roman, Les Chimères du pouvoir. À voir. Alors, malheureusement, enfin, c'est vrai que
je reçois tellement des livres, c'est vrai que voilà, j'en demande, mais pas non plus à outrance. C'est la première fois qu'on m'en envoie un sans que je le demande, c'est très très gentil et tout, mais du coup, quand je vais avoir le temps de le lire, je ne sais pas, je vais voir. Enfin voilà, en tout cas, il est là, il rejoint ma pile à lire, et dites-moi si ce livre, si cette saga vous dit quelque chose. Sur ce, il doit être pas loin de 8h35, 8h40. Il faut que je sois au boulot à 9h. Il faut donc que je me speed. Je regarde, parce que derrière cette caméra, là, j'ai la montagne, j'ai le soleil, la montagne enneigée avec les sapins enneigés. Je pense que ça va être une belle journée, une journée très froide. Je ne suis absolument pas habillée chaudement. Je vais retourner chez moi, me chercher un bon pull, puisque je ne suis pas chez moi, étant cas contact. Bon, de toute façon, ça devait arriver à un moment donné. Je me suis isolée de chez moi depuis hier soir en attendant de passer le fameux test après 7 jours de contact sans symptômes. Enfin voilà, histoire d'être complètement clean, histoire qu'on tombe pas tous les deux malades d'un coup et que ce soit un peu galère quoi. Donc voilà, et ben je vous reprends plus tard, peut-être ce soir avec l'avancée de ma lecture et peut-être des réceptions, on ne sait pas. Bonne journée. Le soleil est avec nous aujourd'hui. On est quel jour? On est jeudi. Je ne bosse pas aujourd'hui, je suis à la maison toute la journée. Du coup, j'ai pu mettre à jour un peu dans mes publications. J'avais quelques photos à prendre. Et j'avance toujours dans ce livre-ci, Les disparus du tableau de Daria Desombres, édité aux éditions du Masque, que je lis dans le cadre du Grand Prix des lectrices du magazine Elle. Alors, je dirais pas que j'ai hâte que ça se termine, mais disons que je pensais le lire plus rapidement que ça. En fait, c'est bien, mais c'est pas fou. Pour vous redresser un petit peu l'histoire, en gros, il s'agit du coup d'un artiste qui est doté d'un talent assez fou pour reproduire des tableaux de grands maîtres. Il est complètement obsédé par le peintre Ingres et du coup il veut en fait recréer un tableau de Ingres dans lequel il y a plusieurs femmes et en gros il repère dans la rue à Moscou des femmes qui ressemblent aux personnages, au modèle de ce tableau, et en gros il les peint, il les tue et il les laisse dans leurs appartements avec des esquisses de Ingres sur leur corps nu. Et donc du coup il y a deux enquêteurs, Andrei et Masha. Masha qui est très très intelligente, qui est une toute jeune policière, et donc avec Andrei qui lui est le capitaine de la police de Moscou. Ils sont ensemble dans la vraie vie. Et elle, au début du roman, on apprend qu'elle a eu un traumatisme particulier et du coup elle reprend un peu le cours de sa vie avec cette enquête. Et de ce qu'on comprend, c'est que c'est une policière vraiment très intelligente qui est fascinée par le milieu de l'art. Du coup, c'est vraiment un atout majeur pour résoudre cette enquête. Et en gros, chaque chapitre, c'est un personnage. Donc on oscille entre un chapitre sur Andrei, un chapitre sur Masha et un chapitre sur lui qui est donc le tueur. Et là, j'ai vu qu'on avait eu un chapitre qui s'appelait Elle. Et elle, c'est du coup une des victimes en question, mais j'ai l'impression qu'après, elle n'apparaît pas des masses. Elle est apparue sur un chapitre, mais j'ai pas l'impression qu'on l'a... Ah si, on la retrouve un peu. Bref, donc du coup, on suit cette enquête. Ils essayent de trouver qui peut être du coup le tueur en remontant un petit peu le fil, en allant à l'Académie des Beaux-Arts de Moscou pour voir si du coup il y avait il y a quelques années un étudiant qui se détachait un peu des autres avec un talent particulier, etc. Donc voilà, l'histoire de base est cool, mais je sais pas, je suis pas complètement triste dedans. C'est une bonne histoire, mais c'est pas non plus dingue. Donc j'aimerais bien vraiment le finir aujourd'hui, celui-ci. Je suis toujours, et là pour le coup j'ai pas avancé, dans Un amour d'Arsène Lupin de Frédéric Lenormand, aussi édité aux éditions du Masque. J'en suis au chapitre 6. J'aimerais bien le continuer en fait, mais comme je dois absolument terminer Les disparus du tableau, j'ai un peu laissé celui-ci de côté, mais que je vais reprendre, j'aimerais bien, ce week-end. J'ai aussi, en fait je vous fais un petit peu un point lecture. J'ai pas de lecture terminée, mais j'ai des lectures en cours pas mal. Un lieu à soi de Virginia Woolf que je lis dans le cadre du challenge L'Empoche classique organisé par Sarah du compte Mrs. Bookiermonde. Alors j'ai déjà parlé du premier chapitre
que j'ai lu qui ne m'a pas vraiment convaincue. J'ai le chapitre 2 à lire avant ce dimanche. Ouais, ça va, c'est court. C'est ça, le chapitre 2. Donc ça devrait le faire peut-être ce soir ou demain. Je verrai. Donc ça, c'est aussi une lecture en cours. Et après, j'enchaîne sur quoi? J'enchaîne sur 2 romans. Idéalement, celui-ci, Christelle Duchamp, L'Art du meurtre, qui est son premier roman édité aux éditions L'Archipel. Alors comme je vous le disais précédemment, j'ai lu et adoré son deuxième thriller, policier thriller, édité aussi chez L'Archipel, qui s'appelle La Casa de Belasco. Vous pouvez retrouver ma chronique d'ailleurs sur mon blog, mais aussi sur Instagram. Et du coup, tout le monde m'avait dit, quand j'ai publié ma chronique, il faut absolument que tu lises son premier roman. Du coup, je l'ai trouvé c'était sur Gilbert, celui-ci. Et du coup, je l'ai reçu. Et en fait, j'ai posté mes livres reçus sur Instagram il y a peu de temps. Et il y a Morgane, du coup, du compte Les Lectures de M, qui m'a proposé... Enfin, du coup, j'avais sollicité une lecture commune pour celles et ceux qui le souhaitaient. Et du coup, Morgane était partante pour qu'on puisse lire celui-ci en commun. Et on doit le commencer, du coup, lundi prochain. Je sais pas comment on va se répartir la lecture. J'ai pas regardé les chapitres. Je sais pas regardé combien de chapitres il y a. Peut-être qu'on pourrait essayer de se le lire sur la semaine. Ah, c'est des chapitres courts en plus. Je vais regarder comment on peut répartir la lecture, mais du coup, je pense que je vais passer un très bon moment avec celui-ci. Et il faut absolument que je commence celui-ci, toujours dans le cadre du Grand Prix des lectrices L. Je suis vraiment très en retard dans mes lectures, c'est une catastrophe. C'est Apérogon, j'imagine qu'on dit comme ça, de Colum McCann. Alors, j'ai vu beaucoup de retours de lectrices du Grand Prix qui étaient en train de le lire et qui galèrent un peu, en fait. Donc il s'agit de Rami, qui est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour. Bassam, qui lui est palestinien et n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait 10 ans, Smadar 13 ans. Passé le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. En soi, franchement, le synopsis, il est plutôt tentant. Mais je sais pas, a priori, il y en a beaucoup qui rament avec ce bouquin et qui le lisent en diagonale. Donc on va voir ce que ça donne, mais celui-ci, idéalement, il faudrait que je le commence aussi tout de suite après Les Disparus du tableau. Et bon, bref, voilà, je suis en retard. Et aussi quand même une réception. Alors c'est du coup Elisa Ebdoski, pardon, qui m'a proposé, qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a proposé de m'envoyer son ouvrage, qui est en fait un récit autobiographique. Ce sont les mémoires d'une jeune femme dérangée, enfin elle met dérangée, le D entre parenthèses rangé, et qui en gros livre vraiment toute sa vie. Donc a priori là elle a 24 ans actuellement. Et du coup, ce qui est indiqué, c'est qu'elle balance tout avec une franchise déroutante et une grande sincérité. Donc de ses voyages, sa découverte de l'amour, ses aventures sexo-sentimentales, son éducation, ses débuts précoces dans la vie d'adulte, ses expériences professionnelles. Enfin, elle livre vraiment tout et a priori sans filtre. Et du coup, son livre est illustré par l'artiste Alexis Zunguere Zokambi. Et franchement, j'ai lu 2-3 passages comme ça et je pense que je vais passer un super moment. En plus, j'adore les illustrations. Je vous en reparlerai. En fait, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas bien de ma part. C'est pas que c'est pas bien, mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'auto-éditent et qui me contactent pour m'envoyer leurs ouvrages. Alors c'est vrai que ça me met toujours très mal à l'aise parce que c'est pas que j'ai pas envie de découvrir leurs ouvrages, c'est juste que clairement je n'ai pas le temps. Il faudrait qu'un jour je vous fasse un point sur ma pile à lire. Je pense, sans rire, que je dois avoir presque 100 livres, je pense à peu près à lire. Qui sont des services presse où j'ai un peu une date butoir quand même que j'essaye de respecter au maximum, ou en tout cas de ne pas être complètement décalée avec la date de la sortie. Et d'autres, des livres, bon, clairement j'ai un peu plus le temps, des livres que j'achète qui sont déjà sortis depuis un moment. Et là vraiment quand j'ai vu de quoi il retournait de ce livre, du travail du coup artistique qui a été fait sur ce manuscrit, vraiment ouais, clairement je me suis laissée tenter, et pourtant c'est rare parce que
parce que voilà, le timing est vraiment chaud. Mais, excusez-moi, je feuillette en même temps que je vous parle, parce que du coup, je prends connaissance en même temps des illustrations qui sont vraiment chouettes. Ouais, non, ça va être vraiment... Je pense qu'il va être beau. Je pense que je vais vraiment être très touchée de lire ce livre. Enfin, je vous en reparlerai. Vraiment, je vous en reparlerai. Elle me l'a même gentiment dédicacé. Du coup, voilà, je balance mon moi. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé je balance mon moi d'Elsa Abdowski. Voilà, et il me semble que c'est de l'auto-édition, hein. Il me semble que c'est de l'auto-édition. Et si d'ailleurs vous voulez suivre Alexis Zunguerez Okambi, il a un compte Instagram, c'est je.dessine.bien. Et ouais, il me semble que c'est... Ouais, c'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition. Donc bah, ça me touche encore plus en fait quand en plus on me l'envoie, parce que je sais à quel point bah, financièrement de se faire auto-éditer, pas de se faire auto-éditer, de s'auto-éditer, c'est vraiment un investissement à la fois financier et vraiment très personnel. Du coup c'est vrai que j'ai pas envie d'accepter n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi en auto-édition, mais disons que je suis très... je cible vraiment pour être certaine de lire le livre, d'avoir envie de le lire, et pas de dire ok je le reçois, je le mets de côté, et au final voilà, c'est un livre qui a été auto-édité, la personne elle a investi de son temps, elle a investi de son argent, et du coup au final je vais le laisser de côté, je vais même pas lire et je vais même pas en faire un retour, et du coup ce serait vraiment trop dommage. Donc là j'ai accepté parce que vraiment ça me tend, c'est trop, et je sais pertinemment que je vais le lire. Voilà, c'est le petit point. Je suis pas passée à la boîte aux lettres. Je vais peut-être vite fait faire un saut à la boîte aux lettres. Et si j'ai une ou deux réceptions, je vous reprends tout de suite. Pour clôturer cette vidéo de la semaine, j'ai terminé hier soir Les Disparus du tableau de Daria Desombres, comme je vous le disais précédemment. Aucune grosse surprise avec ce livre, c'est bien, ça se lit bien, mais voilà, j'étais pas forcément super ravie de le retrouver. L'histoire de base du coup autour de l'artiste, du peintre Ingres, de ce tueur en série qui du coup kidnappe il kidnappe des jeunes filles pour du coup recréer le tableau des bains turcs, célèbre tableau du peintre Ingres. Et du coup on suit Masha et Andrei, les deux enquêteurs. Donc voilà, bon, c'est pas... ouais, franchement, je vais pas m'attarder dessus. Voilà, ça se lit bien. C'est un policier tranquille, mais c'est pas le policier du siècle. C'est pas un coup de cœur, je le conseillerais pas forcément. Voilà, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai lu tout à l'heure le deuxième chapitre de La semaine d'un lieu à soi de Virginia Woolf, que je lis du coup dans le cadre du challenge Lampoche Classique. C'est le hashtag Lampoche Classique organisé par Sarah du compte Mrs. Bookie Armande. Le deuxième chapitre du coup me convainc un peu plus que le premier chapitre, où là du coup elle commence un peu à préciser sa pensée. Là clairement elle va à la bibliothèque du coin et elle part à la recherche de tous les livres écrits sur les femmes par des femmes, ou écrits sur les femmes par des hommes, et bien entendu elle tombe sur une liste assez pharaonique de livres écrits sur les femmes par les hommes, notamment par exemple Petite taille du cerveau des femmes, subconscient plus profond des femmes, pilosité corporelle inférieure des femmes, l'amour des enfants chez les femmes, longévité supérieure des femmes, etc., etc. Et en gros, elle analyse un petit peu les auteurs qui ont pu écrire ces livres, pour quelles raisons. Et dans ce deuxième chapitre, elle est très en colère après un livre écrit par un professeur, j'ai plus le nom, qui lui, pour le coup, on le sent aussi très en colère lorsqu'il écrit sur le deuxième sexe. Donc du coup, elle brosse un petit peu plus la littérature sur les femmes écrite par les hommes, et pourquoi en fait ce sont les hommes qui écrivent sur les femmes, quel est leur angle, leur point de vue, le vocabulaire employé, et du coup elle revient aussi sur sa propre condition de femme qui n'a pas d'argent, qui vit sous couvert de son mari, et elle pour le coup est très différente, puisqu'en fait elle a, je crois que c'est 500 livres par an, voilà, 500 livres par an que lui a légué sa tante avant de mourir, ce qui fait que d'un coup
Elle passe de la femme qui doit faire des petits boulots, du petit travail en fait purement féminin à l'époque, dans les années 1918-1920. Et du coup là bah, forcément elle change de statut et elle peut clairement s'épanouir et subvenir à ses besoins sans forcément avoir besoin d'un homme à son côté. Donc je trouve que le deuxième chapitre, contrairement au premier où on commence un peu à deviner où elle veut en venir, et je pense que la suite risque d'être assez intéressante parce qu'au début j'étais vraiment assez sceptique. Et j'ai commencé hier ce livre de Sandro Veronesi, le Colibri, édité chez Grasset. J'ai lu le premier chapitre, hein, donc vraiment j'en suis au tout début. A priori c'est un chef-d'œuvre, je connais pas du tout l'auteur, donc voilà ma lecture. Et lundi je commence normalement une lecture commune, L'art du meurtre de Christelle Duchamp avec Morgane, du compte Les lectures de M. Voilà, je vais clôturer la vidéo ici. Je relancerai une vidéo, je pense, ce soir ou demain. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.